Salut, c'est Maxence et bienvenue dans 24 of 24. Aujourd'hui, je te présente Lilou, athlète Red Bull en free running, et en 2024, elle était l'une des porteuses masquées de la flamme olympique. Salut Lilou. Salut. Tu vas bien? Très bien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, je suis hyper content de faire cet épisode ensemble, pour deux raisons. Un, parce qu'on le fait à Toulouse, Carrément. et deux, parce que tu as une actualité très chargée en 2024, donc hâte qu'on rentre un peu dans le détail. J'aime bien commencer ce podcast par la même question pour tous les invités, qui est: quel a été, toi, ton meilleur souvenir de l'année? Alors, l'année n'est pas finie encore, on est en octobre, mais curieux de savoir l'événement marquant qui t'a marqué cette année. Ah bah, il n'y a pas 36 choix. Être la porteuse de flamme mystère des JO, je pense qu'en 2024, je vais pas pouvoir faire mieux que ça. Ouais, incroyable. Dingue. Tu peux peut-être nous raconter la cérémonie d'ouverture, du coup, comment toi tu l'as vécue? Alors, donc on était 9, pour la petite histoire, j'étais pas du tout seule. Hein. Ouais. Beaucoup de gens pensaient que j'étais seule, mais enfin qu'il y avait qu'une personne, et c'est absolument pas possible qu'une personne traverse tout Paris en 3 heures. Donc on était 9, j'étais la seule femme. Et voilà, c'est Thomas Joly, donc qui est le directeur artistique, qui a contacté Vincent Zenzel, qui est un chorégraphe spécialisé dans le parcours, qui nous a appelé donc nous les 9 au téléphone à peu près en juin, pour nous dire bah voilà les gars, est-ce que vous seriez intéressés pour taffer avec moi pour les JO, sans nous donner trop de détails, parce qu'il y avait toute une confidentialité autour de ces cérémonies d'ouverture. Donc bien sûr on a dit oui, et puis après ça a été des essayages pour ce fameux costume incroyable. Costume de dingue, qui fait référence à Assassin's Creed, bien sûr. Donc voilà, ça a été 1 mois et demi de un peu de découverte du projet jusqu'à la semaine avant la cérémonie d'ouverture, où on a eu les répétitions. Dans des hangars secrets, non? Alors les répétitions étaient sur les lieux. Donc on était chacun éparpillés tout au long de la scène, donc il y en avait sur les toits. Moi j'étais à l'île Saint-Louis, donc les répétitions se faisaient sur nos lieux, avec le chorégraphe, avec toute l'organisation, avec le caméraman. Donc fallait gérer plein de détails différents, tous les figurants, tous les danseurs qu'il y avait. Moi il y avait 80 danseuses du French Cancan qui étaient avec nous. Donc énormément de détails à gérer, le costume à apprivoiser. Tu vois pas grand chose en plus avec la visière. Tu vois rien, tu vois rien. T'as ce casque, enfin ce masque d'escrimeur, mais en pire quoi, qui te bloque 50-60% de la visibilité. Avec cette capuche splendide, mais qui te bouffe toute la vision périphérique. Donc tu vois rien, avec cette flamme qui est un emblème incroyable. Quelle fierté de pouvoir tenir cette flamme, mais qui fait, qui est assez grosse, qui est lourde, non, aussi. Lourde. Moi j'ai une petite main par rapport au gars, donc avec la sueur, avec le stress, compliqué. Il faut bien la tenir là. Voilà, donc c'est plein de détails qu'il fallait gérer, mais finalement tout s'est bien passé, et on a vécu une expérience unique, quoi. Trop bien. Et t'as fait aussi la parade des champions, je crois, en septembre. C'est ça. Cérémonie d'ouverture, j'avais à peu près 15 secondes à l'écran. D'accord. Pareil pour les gars, à peu près. Et Vincent, du coup, m'appelle 2 jours avant la parade des champions, donc c'était à peu près mi-septembre. Il m'appelle, il me dit: Lilou, est-ce que t'es dispo demain? J'étais à Londres. Hein. Il me dit: est-ce que t'es dispo demain pour venir sur Paris pour les répétitions pour la parade des champions et pour être en live à la télé samedi, sans encore une fois donner trop de détails. Donc je vais à Paris, et puis je me rends compte qu'en fait je vais avoir 1 minute 30 à l'écran, que j'ai été la seule appelée sur les 9, donc ce sera vraiment moi qui représentera le personnage, et que voilà, je vais avoir 1 minute 30 à l'écran pour défiler sur les Champs-Élysées. Incroyable. Full liberté, ils m'ont dit: bah éclate-toi, amuse-toi devant des millions de personnes, vas-y. T'avais carte blanche sur la chorégraphie. Ouais. Incroyable. Bon, tout en prenant en compte le costume, mais carte blanche, et puis j'allais récupérer ce bâton que la cavalière allait me donner. Et puis j'allais taper les 3 coups pour lancer cette parade. Donc pour le coup, ça c'était encore plus dingue que la cérémonie d'ouverture. Parce que j'ai vraiment eu le temps de profiter. Les gens, ils m'acclamaient parce que ce personnage, il a fait tellement de bruit que les gens étaient tellement heureux de revoir le personnage en vrai. Voilà, donc une énergie juste dingue. Et t'as eu le temps, du coup, de profiter un peu après la chorégraphie avec les champions qui étaient sur place? Alors non, pas du tout. C'était tellement
Enfin, c'est une organisation de dingue. On peut Ouais. même pas se rendre compte de tous les moyens, toute la sécurité qu'il y a autour de ces événements. Donc malheureusement, non, j'ai pas pu parler à des champions, à des athlètes. Mais j'ai eu quelques messages enfin, j'ai eu plein de messages hein, de personnes sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est mon petit regret de pas avoir essayé de parler à quelques champions, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, incroyable comme souvenir. On y reviendra peut-être après. Je suis curieux qu'on rentre un peu dans la chronologie de comment t'es venu à faire du parcours et du freerunning. Est-ce que tu peux nous parler, moi j'ai lu un peu les trucs que t'as fait, de ton premier salto arrière avec ton voisin, je crois, Nicolas, qui est un peu un événement marquant, tu vois, dans ta découverte du parcours. Ah ouais, t'as les bonnes infos. Ouais. Ouais, bah alors j'ai eu mon premier trampoline dans mon jardin à peu près à 7-8 ans. Ouais. Donc je sautais hein, comme tous les enfants, j'ai appris salto avant. Et mon rêve, mon objectif, c'était d'apprendre le salto arrière, qui me terrifiait. J'avais 9 ans. Hein. Ok. Donc ce fameux voisin, Nicolas Delfaux, qui pratiquait déjà du parcours, m'a appris le salto arrière sur le trampoline. Donc c'était un jeudi après-midi, après l'école. Je m'en souviendrai toute ma vie. Donc j'ai appris ce fameux salto arrière. J'étais trop contente. Après, pendant des semaines, tous les jours, des mois, je refaisais salto avant, salto arrière. Et puis donc Nicolas a vu que j'adorais ça. Hein, vraiment, les saltos, c'était ce qui me faisait vibrer. Ouais. Et il m'a dit d'aller tester le parcours. On avait un club, il y a toujours un club à côté de Toulouse. Donc je suis allée tester ce club un samedi. Et puis dès le premier cours, ça a été coup de foudre pour la pratique, quoi. Et le premier cours, c'est principalement dans une salle de gym, j'imagine, ou t'es directement dehors? Ouais, le club, c'était dans une salle de gym. Okay. J'étais la seule fille. Okay. J'étais la plus petite, donc j'ai débarqué là-bas un samedi. Tous les gars, ils m'ont regardé. Enfin, c'était la première fois qu'ils voyaient une fille dans le club, quoi. Donc, mais par contre, ils m'ont tout de suite pris sous leurs ailes. Et puis, j'ai tout de suite été hyper bien accompagnée, hyper bien entraînée par ces gars-là. Et j'étais impatiente d'être le lendemain pour pouvoir retourner à la salle, quoi. Ouais. T'avais fait de la gym toi avant ou pas du tout? Pas du tout. Okay. Pas du tout de gym. C'est vrai que beaucoup de gens me disent mais t'as fait de la gym? Non, pas du tout. Je suis direct rentrée dans ce monde du parcours qui était à l'époque et qui est toujours un sport peu développé. Hein. Mais ouais, jamais de gym. Ok. Et donc après, t'as fait tes premiers pas dans le parcours. Et à quel moment tu t'es dit j'aimerais bien essayer la compétition? Alors du coup, j'ai très vite progressé. Donc j'ai augmenté le nombre d'entraînements, j'ai commencé à m'entraîner dehors, j'ai eu un échafaudage dans mon jardin, échafaudage de chantier hein, que tu retrouves sur les côtés des immeubles. Comment t'arrives à avoir un échafaudage dans ton jardin? C'était le boss du club qui avait ça pour des shows, on faisait des shows avec ça. Okay. Et puis il avait une petite parcelle en trop, donc je l'ai récupéré dans mon jardin. Nicolas aussi avait une partie chez lui, trop drôle. T'imagines la tête de ma mère quand elle a appris ça. Donc voilà, je commençais vraiment à beaucoup m'entraîner, à poster sur les réseaux sociaux. Bon, c'était le début. Hein. Je faisais 1000 vues, 2000 vues, j'étais trop contente. Ah ouais. Mais il y a eu une vidéo que j'ai réalisée avec toujours ce même voisin, Nicolas, qui était très fort en vidéo. On s'est dit, vas-y, là, pendant 2 jours, on va aller explorer le village où on est, enfin la ville où on est. Ouais. On va te filmer en faisant des mouvements, des petites lines, et puis on va poster ça sur YouTube. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Et la vidéo a cartonné. À l'époque, ça a fait 100 000 vues sur YouTube, ce qui est énorme. Ouais. Il y a 10 ans, j'avais 11 ans et demi. Wow. Et les gens, les plus grandes stars du parcours ont repartagé. C'est l'avenir du parcours, mais qui est cette petite fille-là qui sort de nulle part. Et pour te dire, la petite anecdote, c'est qu'il y a un compte qui a repartagé la vidéo sur Instagram, qui a cartonné encore une fois. Et j'ai eu tellement de demandes d'abonnement, j'ai cru que je m'étais fait hacker mon compte. Et du coup, j'ai mis mon compte en mode privé. Ah ouais, pour que ça s'arrête de... Je comprenais pas ce qui se passait. Donc là, on va dire que ça a été ma première petite fame. Ouais. Et à partir de là, j'ai encore été plus sérieuse sur les réseaux. Et en 2017, il y avait une compétition qui se passait en Suède où il fallait s'inscrire sur vidéo.
Donc avec un réal, on décide de tenter de faire une vidéo. Ouais. Et puis on se dit, bah, vas-y, on l'envoie, on perd rien à essayer. Et puis quelques semaines plus tard, je reçois un appel, Lilou, t'as été prise pour la compétition, rendez-vous en Suède. Compétition internationale avec les plus grands noms du parcours, terrifiée, bien sûr. Mais j'arrive à cette compétition en 3e place, donc ce qui est complètement dingue. Ouais. Ce qui est première compétition internationale, 3e place, magique. Incroyable. Et puis voilà, ça me conforte dans l'idée que je peux aller loin dans ce sport, donc je continue de poster sur les réseaux sociaux. Les abonnés montent, mes premiers petits projets avec des marques arrivent. Et vient le confinement en 2020. Ouais. Donc, je sais plus combien de temps il a duré, 2 mois, je sais pas. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Quelque chose comme ça. Et là, le kiff, quoi. Le gros kiff, plus d'école. J'ai mon jardin qui m'accueille pour m'entraîner tous les jours. J'ai Nico, mon voisin, qui est là, du coup, aussi à la maison. Ouais. Et là, voilà, je m'entraîne tous les jours. Je training, je m'étire, je médite. Enfin, vraiment, c'est un développement en 2 mois que je fais qui est génial. Ouais. Je progresse trop. Donc, pour moi, le confinement, ça a été génial. Et puis après ça, les abonnés sont encore plus montés. J'ai participé à ma première compétition Red Bull, qui était mon rêve. Ouais. J'ai fini avant-dernière, mais ça a été fou de réaliser mon rêve de petite fille, quoi. Ouais. Juste sur les compétitions, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, une compétition de parcours versus freerunning, quelles sont peut-être les différences? Alors, moi, je suis plutôt freerunning. Compétition de freerunning, tu peux un peu le comparer à une compétition de skate freestyle. Okay. En gros, t'as un environnement, t'as des structures, t'as un lieu où tu vas avoir, je te dis un exemple, 1 minute pour faire un enchaînement de mouvements, de salto le plus fluide possible. Donc, t'es noté sur 4 critères, la créativité, la fluidité, la difficulté et la propreté. Je sais pas si je l'ai dit. Non, en tout cas, 4 critères. Ouais. Et puis voilà, à la fin, tu as une note sur ton mouvement. Donc ça, c'est plutôt ce que je fais. Ensuite, en parcours, tu as une compétition qui s'appelle le speedrun, où tu as 2... comment dire un point de départ, un point d'arrivée. Voilà, exactement. Okay. Donc entre les deux, des obstacles, des barres, des murs. Et puis, tu dois arriver le plus vite possible du point A au point B. Okay. Et tu es face à quelqu'un. Donc visuellement... Ah, vous le faites ensemble, en fait. Ouais, on le fait en même temps. Visuellement, c'est juste incroyable de voir ça en live. Ouais. C'est une compète hyper immersive. Ouais. Ça, c'est moins mon truc. Bien que j'ai participé à quelques compètes où j'ai remporté des places. Ouais. Mais c'est moins mon truc. Je suis plus dans la créativité, les saltos, Ouais. La partie plus créative, plus chorégraphique. Exactement. Ok. Ouais. Tu peux nous raconter du coup cette première compétition Red Bull? Donc c'est un peu ton rêve, tu t'entraînes beaucoup avec, j'imagine ça un peu en tête en disant un jour j'aimerais participer. Comment ça se passe? Comment tu sais que tu es sélectionné? Est-ce que encore une fois tu dois envoyer une vidéo et tu es sélectionné là-dessus? Ouais, c'est encore sur vidéo, donc j'avais travaillé pas mal cette vidéo en amont, toujours avec mon voisin. On a fait cette vidéo ensemble et puis j'ai été sélectionnée. La compétition se passait à Matera, donc je sais pas si tu connais Matera, c'est une ville en Italie, dans les Pouilles, qui est absolument incroyable. Vraiment, c'est surréel. Il y a le dernier ou avant-dernier James Bond qui a été tourné là-bas. C'est parfait pour les traceurs, comme on nous appelle, parce que c'est plein de petits toits de différentes hauteurs avec... c'est le paradis des pratiquants de parcours, vraiment. Ouais. Donc j'arrive là-bas. Et puis, je suis tellement stressée que rien ne va, en fait. Mon mental, à ce moment-là, j'étais trop jeune pour pratiquer, pour m'entraîner mentalement. Ouais. J'étais pas encore vraiment très disciplinée. Ouais. T'avais quel âge, du coup, à cette époque-là? J'avais... c'était 16, 17 ans, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, 17. Ouais, 17. J'avais France 3 qui me suivait. Sauf que j'avais les 2 talons qui étaient plus là. Ah ouais. Ouais, j'avais plus de talons. Et puis avec le stress,
je vivais un moment incroyable, mais j'étais pas du tout dans les conditions pour gagner. Et c'est pour ça que je comprends totalement mon avant-dernière place. Mais du coup, ça m'a permis de me remettre en question pour les futures compétitions. Ouais. C'est la première fois que tu avais un peu une déconvenue comme ça en compétition ou tu avais déjà... Ouais, c'était la première fois que j'avais autant de pression et que j'ai pas su être dans la zone. J'ai pas su performer comme je l'aurais voulu. Ouais. Mais ça arrive, hein. De toute façon, tous les athlètes ont des moments comme ça. Ouais. Donc voilà, première compète Red Bull. Après ça, j'en ai fait 2 autres. Il y en a une où je suis arrivée 2e et l'autre 3e. Ouais. Donc l'année prochaine, je le gagne. Voilà, je l'annonce. Je gagne les Red Bull Art of Motion. C'est annoncé. Je vais tout faire pour, je vais le gagner. J'ai entendu parler d'une compétition où tu étais malade et tu as quand même gagné, je crois. Ouais, alors oui. Ça, c'est une compétition que Red Bull organisée en 2021. Red Bull Al-Andalus, c'était en Espagne. En Espagne. Compétition de speedrun, donc compétition de vitesse, qui n'était pas mon point fort. Et il s'avère que c'est assez dingue cette histoire. J'ai été opérée 2 semaines avant cette compétition, ce qui fait que pendant... j'ai pas du tout pu m'entraîner, mais vraiment aucun sport, les 2 semaines avant le jour J. Donc à ce moment-là, j'avais un préparateur mental. On a fait tout un travail de visualisation, de préparation que mentale, quoi. Donc au lieu de m'entraîner physiquement, je m'entraînais mentalement, je visualisais tout ce que je faisais, comme si je m'entraînais physiquement, mais avec tous les détails. Vraiment, en fait, pour la science là-dedans, c'est que le cerveau, il fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu fais réellement. Donc il y a eu des études qui ont montré que, par exemple, des pianistes qui ne vont absolument pas s'entraîner et qui visualisent au plus proche du réel, ils vont perdre absolument aucun niveau par rapport à des personnes qui vont s'entraîner normalement. Et ça, c'est assez dingue. Et si tu arrives à travailler ça, en fait, tu peux faire des miracles. Donc toi, là, tu t'imaginais la trace que tu allais faire. Exactement. Où est-ce que tu allais te positionner. Exactement. Et du coup, j'arrive en Espagne. Toujours impossible de m'entraîner. Mais du coup, j'analyse les structures, j'analyse mon passage, toujours avec ce travail mental. Et puis arrive le jour J des qualifications. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai jamais été aussi forte, j'ai jamais été aussi puissante, et je me sens trop bien. Alors que j'ai pas fait de sport depuis plus de 2 semaines. Donc qualif, demi-finale, j'arrive en finale, et là, je le sais, je le sens, je vais gagner. Je sais que c'est pour moi, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je sais, ça va être une victoire. Et en effet, j'ai gagné cette compète. Incroyable. Et j'avais visualisé ce moment où je monte le trophée et je l'ai vécu en vrai, quoi. C'est fou. Et ce travail de visualisation, quand est-ce que tu l'as mis en place ? J'ai eu ce prof mental quelques mois avant. Donc en fait, il m'a donné plein d'outils. On a fait une dizaine d'appels, parce qu'il finalement il te donne les outils. Et après, c'est à toi de les travailler de ton côté. Donc encore à ce jour, j'utilise les outils, mais constamment, méditation, respiration, visualisation. Et c'est primordial dans la vie d'un athlète. C'est quoi ton rapport au risque dans ta discipline ? Parce que en tout cas, les images qu'on a du parcours, typiquement, c'est tu as des gens qui sautent de toi en toi, etc. Toi, quel est ton rapport au risque ? Quelles limites tu mets aussi dans ta discipline ? Après plus de 10 ans de pratique, tu connais ton corps, tu sais, tu sens si tu peux faire quelque chose, tu sais tes capacités. Et moi, je me suis très peu blessée en plus de 10 ans de sport extrême quand même. J'ai eu quelques entorses, j'ai jamais eu de fracture, je me suis jamais rien cassé. Je touche mon front. Mais voilà, tout ça pour dire que si t'es bien entraîné, si tu te fais confiance, si tu connais tes capacités, c'est pas plus dangereux que de jouer à la belote, tu vois. Il suffit vraiment d'avoir une discipline et de s'écouter, c'est ça le plus important. Bien sûr que j'ai peur, mais si j'ai une peur, je vais tout de suite savoir si je peux dépasser cette peur en travaillant sur mon objectif, ou alors si vraiment c'est une peur qui est là pour une raison, il faut pas que je fasse le truc. Donc, et j'arrive à m'écouter correctement, on va dire. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu aussi peu de blessures et que j'ai atteint un tel niveau, j'imagine.
Je trouve que ton rapport à la peur, il est assez visible dans ton documentaire sur le Manpower, qui est un saut iconique dans ta discipline. Donc, qui est un saut qui situe à Évry, je crois, c'est ça? Ouais. Qui est extrêmement profond. Je crois que tu as 16 mètres de vide, 4 mètres à sauter et très peu d'élan, c'est ça, pour te lancer? Exactement. Et du coup, tu as été suivi par une équipe de Riding Zone qui, du coup, où on le voit dans la préparation et dans le jour J. Et effectivement, là, on voit bien le moment où tu n'es pas forcément très rassuré, mais tu fais plein d'exercices pour te rassurer. Et après, en fait, tu vas d'un coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, comment tu as vécu ce saut? Ouais, bah typiquement, tu as raison, le Manpower, c'est vraiment... c'est un moment qui montre bien comment le mental joue. Donc, avant de faire le saut, il y a eu 1 an de préparation physique, mentale. Parce qu'aucune fille ne l'avait tenté, ce saut. Ouais. Beaucoup de garçons l'ont fait. Les meilleurs du monde sont venus à Paris pour faire ce saut mythique qui a été réalisé par David Bell dans le film Banlieue 13, pour remettre dans le contexte. Donc, j'ai eu comme objectif de faire ce saut. Donc, il m'a fallu travailler sur ma détente, travailler sur mon explosivité, pour être sûr de pouvoir prendre l'impact, que mes jambes ne cassent pas à l'arrivée, hein, tout simplement. Et en tant que première femme, on savait pas si physiquement c'était possible pour qu'une femme le fasse. Tu vois, en termes de détente. En termes de détente, en termes d'impact. Donc mentalement, c'est dur de se dire, on sait pas. Tu vas être la première et tu vas ouvrir la voie pour les futures femmes. Donc compliqué mentalement, mais on se prépare. Je suis toujours avec mon coach mental. Donc on fait des appels. Je visualise beaucoup le saut. Je vais le voir une première fois en octobre, en sachant que je vais pas le faire, c'est juste pour le voir visuellement. Ouais, te mettre en haut du muret. Voir exactement. Donc je me positionne en haut du muret. Donc le muret, il est tout petit, hein, il fait même pas 10 cm. Ouais. Et puis tu dois tenir sur un muret de 10 cm avec 16 mètres de vide. Rien que ça, mentalement, c'est super dur. Il y en a plein qui n'y arrivent pas. Donc je me positionne, je sais que je l'ai. Là, encore une fois, je connais mes capacités, je sens que je l'ai, mais qu'il va me falloir beaucoup d'entraînement. Donc, je me prépare, j'ai beaucoup de doutes. Je sais qu'en janvier, je me suis remise pas mal en question. Mais j'ai continué l'entraînement et puis la confiance est revenue. Et puis, à un moment, voilà, je sens que fin avril, je suis prête. Donc, on met une date, on monte à Paris début mai, le 1er mai, je crois. Et on va sur le... Donc, on décide de le faire le mardi. Donc, mardi matin, je visualise pendant près d'1 heure dans mon lit. Et ce qui est terrible, c'est que j'arrivais pas à le visualiser. Ah ouais. Et ça, quand t'arrives pas à visualiser quelque chose... Ça te rassure pas. C'est pas bon signe. Ouais. Moi, si j'arrive pas à visualiser quelque chose, je ne le fais pas. Ok. Donc là, c'est pour ça que j'ai visualisé autant. C'est pour qu'à la fin de l'heure de visualisation, à la fin, j'arrivais à le visualiser correctement. Mais c'était pas gagné. Ah ouais. C'était loin d'être gagné. Donc, on va sur le spot. Je fais des sauts dans un spot à côté pour préparer mes jambes, pour me mettre en confiance. Donc là, les gars me rassurent, ils me disent c'est bon, t'as la distance, t'as la détente, tu vas le faire, Lilou, tu vas le faire. On monte en haut du saut. Je me positionne une première fois. Je dis ok, laissez-moi un peu de temps. Je visualise. Je positionne une deuxième fois, ça veut pas. Je remonte une troisième fois, ça veut pas. J'attends, 4e fois, toujours pas, 5e fois, 6e fois, ça veut pas. Mais c'est normal, je sais qu'il me faut juste, à un moment donné, que mon cerveau, il dit c'est ok, tu l'as. Il dit c'est ok, qu'il y a que je bloque tout, et que tu sais qu'il y a un vide. Et j'attends juste ce moment, et je sais qu'il va arriver, mais il faut vraiment que je me laisse le temps. Ouais. Et là, d'un coup, je crois que c'est le 7e, c'est le 7e passage sur le muret. Je me mets dessus. Et là, d'un coup, vide total. Je me dis, ok, c'est bon, Lilou, t'y vas. Et je sais que j'ai une fenêtre de peut-être 5-10 secondes, sinon c'est foutu. Donc là, j'ai le vide et je me dis, ok, t'y vas. Et je pousse et je le fais. C'est fou. Ouais. Et l'impact ? Impact, en fait, avec l'adrénaline, tu sens rien. Ah ouais. Tu sens rien du tout. Donc je le fais easy. Easy. Et puis après 2-3 heures, j'ai une douleur à la cheville. Ok. Mais rien de grave du tout, quoi. Incroyable. Donc, je l'ai fait comme sur des roulettes. Donc t'es la première femme à avoir fait le power. Donc j'ai marqué l'histoire. J'ai posté la vidéo le soir même. J'ai eu ça a complètement buzzé, quoi. Incroyable. Il y a d'autres femmes qui l'ont fait depuis ? Et oui, 3 femmes. Une autre française,
une Suédoise et une Japonaise. Ouais. Elle te contacte du coup avant en disant comment... Ouais. Et puis, le parcours, c'est que des bonnes valeurs, c'est que du partage, il n'y a aucune compétition. Donc ouais, on se soutient trop, on se motive. Ouais. Et là, je sais qu'il y a une Turque, une athlète Red Bull qui veut le faire depuis pas mal de temps, et je sais qu'elle va le faire, et c'est trop bien. C'est excellent. Et dans la vidéo, on voit que tu as une équipe autour de toi. Qui sont les gens qui t'accompagnent sur ce genre de projet comme ça, qui dure, tu vois, 1 an de préparation, etc. Je crois qu'il y a un autre athlète aussi qui l'avait déjà fait. Ouais. Est-ce que ça, c'est important pour toi aussi d'avoir ce genre de personnes à tes côtés? Alors là, j'avais 2 potes toulousains qui m'ont soutenu sur toute la préparation parce que j'avais besoin d'une bonne vibe, j'avais besoin de gens qui déconnent avec moi, qui me soutiennent, quoi, juste qu'ils soient là, tu vois. Et puis j'ai été beaucoup accompagnée d'un gars, Leonardo. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis, mais ce mec, il l'a fait en salto arrière, le saut. Donc, il y a eu 4 ans de préparation pour qu'il le fasse. Mais il l'a fait en salto arrière. C'est complètement dingue. Ouais. Donc, je savais que si je devais contacter un gars, c'était lui, parce qu'il connaissait le saut, mais dans les moindres détails. Ouais. Donc, il m'a beaucoup rassurée. Il m'a donné toutes les dimensions exactes. Donc j'avais besoin d'un gars comme lui. Et puis ensuite, tous les caméramans. Ouais, on va en parler après, mais t'as un rapport à la créativité qui est hyper intéressant. Tu mentionnais le fait que tu fais partie de l'équipe Red Bull, enfin que tu es une athlète Red Bull. Qu'est-ce que ça implique? Comment ça arrive? Et ouais, curieux de rentrer dans ce sujet-là. Alors Red Bull, on était en contact depuis des années. Ça faisait peut-être 5-6 ans qu'on était en contact avant qu'ils nous sponsorisent. Ouais. J'attendais, c'était mon rêve, c'est le rêve de tous les pratiquants de sport extrême, je pense. Hein. Ouais. C'est magique d'être sponsorisé par Red Bull. Donc on est en contact, je fais le manpower, et là je crois qu'ils se sont dit bon, là faut pas qu'on la rate celle-là, c'est maintenant ou jamais qu'on la sponsorise. Ouais. Donc je reçois un appel, et puis ils me disent bah là Lilou, je crois qu'on va commencer l'aventure avec toi, quoi. Donc on signe en août, et j'avais fait le manpower en mai. D'accord, ok. Donc mon aventure avec Red Bull commence en 2023. Ok. Et puis Red Bull, c'est assez dingue parce que tu peux avoir n'importe quelles idées irréalisables. Ils t'aident à la mettre en place. Ils t'aident à la mettre en place. Tu leur dis bah voilà, là j'ai envie de m'accrocher à une corde tenue par un hélicoptère qui vont voler au-dessus du désert marocain et puis ensuite me lâcher dans une piscine. Ok. Ok, on va faire ça. C'est quoi le truc le plus fou que tu leur as demandé? Bah, j'essaye de me canaliser encore. Ok. Ça fait même pas 2 ans qu'on est ensemble. Et puis voilà, faut que ça se mette en place. Donc on a fait quelques petits projets. On a fait un dernier projet à Paris. Une vidéo à Paris pendant 3 jours. On a tourné sur les toits, dans les rues parisiennes. C'était très chouette. Mais j'ai quelques trucs en tête bien vénères. Ouais. Mais voilà, Red Bull, c'est un bon moyen de réaliser des projets uniques et complètement dingues, quoi. Et est-ce que parfois ils réunissent tous les athlètes qui sont sponsorisés Red Bull? Ouais, alors en France, on a un athlète submit où tous les athlètes, on est presque 40, je crois, en France, ce qui est assez énorme. Donc on se rejoint, on se retrouve tous lors de ce week-end-là, et c'est génial, quoi. T'as tous les sports extrêmes et d'autres sports qui sont pas extrêmes, qui se rejoignent, et du coup ça donne des idées. Tu rencontres des gens qui ont les mêmes envies que toi, qui ont les mêmes rêves que toi, donc tu crées des trucs. Tu te dis mais attends, mais là tu pourrais passer en dessous de moi qui saute une bosse en ski. Enfin, t'as des projets, des idées qui se mettent en place complètement folles, quoi. Trop bien. À quel moment tu t'es dit en fait je peux vivre de ma passion, et à quel moment tu te dis ok bah j'y vais à 100%? Alors ça a été assez compliqué de savoir. Ouais. Donc j'ai eu mon bac. Et puis j'ai décidé de faire une année sabbatique pour voir comment ça se passait. Je voulais voyager à l'étranger pour apprendre l'anglais. Voilà, je voulais prendre une année pour moi. Et il s'avère que je l'ai très mal vécu les premiers mois. En août, septembre, octobre. C'est la première fois que j'étais en déprime. Ah ouais. Enfin, c'est le seul moment dans ma vie où j'ai pas été bien. Et en fait, je supportais pas l'idée de ne plus être dans
cadre scolaire. Ok. Je supportais pas l'idée de pouvoir me lever à 10h, 11h et qu'on me dise rien. Parce que je devais créer une discipline que j'avais pas encore. Et il y avait que moi, quoi. C'était moi et personne d'autre. Personne me disait quoi faire. Donc je l'ai tellement mal vécu que toutes mes potes, elles soient encore dans ce milieu scolaire et pas moi. Je me suis inscrite à la fac avec ma meilleure pote. Ah, énorme, ok. Une fac, mais qui m'intéressait absolument pas, mais un truc nul. Juste pour avoir un cadre, quoi. Nul, juste pour avoir un cadre. Donc j'y suis allée 2 mois. À écrire les cours, à réviser, enfin n'importe quoi, n'importe quoi, Lilo. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais? Profite de ton année, tu verras ce que ça donne, mais arrête. Donc j'ai arrêté et puis c'est là que les projets sont arrivés. Début d'année, je suis allée à la fac septembre-octobre et à partir de janvier, j'avais des projets qui commençaient à arriver. Donc là, je me suis dit je crois que les études, c'est pas pour maintenant, quoi. Ouais. Je crois que j'avais lu que tu voulais être vétérinaire, non? C'est ça avant? Oui, alors ça, ça c'était il y a longtemps, mais ouais, à un moment donné, je voulais être vétérinaire. Ok. Ouais. Et du coup, entre le moment où tu es sponsorisé Red Bull et le moment où tu décides de prendre cette année sabbatique, t'as quand même des projets de shows, etc., qui te permettent de vivre de cette passion-là? Alors, Red Bull est arrivé. Red Bull est arrivé. Après que j'ai décidé d'arrêter la fac et de vivre vraiment finalement. Et comme je te dis, tout est quand j'ai décidé vraiment de vivre de ma passion que les opportunités sont arrivées, quoi. Ok. C'est con, hein, mais ouais, quand tu mets à 100%. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc j'ai eu Red Bull, j'ai eu des projets à droite à gauche. On m'a invité à Los Angeles, je gagnais les compétitions. Mon Instagram, il prenait de plus en plus d'abonnés. Enfin, j'avais vraiment la communauté qui augmentait. Et j'ai oublié de mentionner que pendant cette année sabbatique, j'ai décidé de commencer une école de cascade pour avoir un plan B au cas où ma carrière dans le parcours ne marchait pas. Ouais. Donc j'ai commencé cette école de cascade et ça a été juste dingue. Et je me suis dit, mais en fait, je suis une athlète de parcours, mais je peux très bien être cascadeuse aussi, faire les deux. Parce que c'est un métier juste dingue, quoi. Ouais. Incroyable. Ce que tu fais en parcours, c'est transférable facilement à la cascade ou pas tant, et en fait tu vas repartir de pas zéro? tant. Ah ouais. Pas tant. Et ça a été assez compliqué parce que j'ai tendance à apprendre très vite, à être douée dans pas mal de choses. Et là, en fait, tu rentres dans un truc où le parcours, c'est bien, mais c'est que 5% du métier, en fait. Et tu te rends compte qu'il faut que tu apprennes toutes les bases du fight, donc de la boxe, des arts martiaux, des kicks. Faut que tu apprennes des chutes. Faut que tu apprennes de l'acting. Tu recommences de zéro. Vraiment. Et du coup, ça m'a fait du bien parce que ça m'a remis... Ouais, à apprendre plein de trucs. Ouais, voilà. Et ça fait vachement de bien d'être toute nouvelle dans un milieu, que personne te connaisse, que tu repars de zéro comme tout le monde. Donc ça, c'était hyper chouette. Et c'était tellement dur. Là, j'en suis à ma 8e session sur 10. Ok. Et j'en suis encore loin. Ah ouais. J'ai déjà taffé dans des films, dans des séries. Mais la cascade, c'est un métier que tu continues d'apprendre tous les jours. Ouais. C'est très, très dur. Et dans une école de cascadeurs, du coup, quels sont les profils des gens qui rentrent dans cette école? Est-ce que c'est des gens comme toi qui ont fait des sports un peu extrêmes, tu vois, avant ça, ou est-ce qu'il y a des gens qui partent de zéro? Alors, il y a tout. Il y a des athlètes, t'as des acteurs, t'as des étudiants, t'as des travailleurs, des gens de 40 ans qui ont un métier et qui, d'un coup, veulent profiter et se faire une folie. T'as tous les profils. T'as des chômeurs, t'as presque autant de filles que de garçons. Ça, c'est trop bien. Donc, voilà, t'es pendant 2 semaines autour de plein de gens variés. Et puis à 8h du matin, tu vas avoir torche humaine. Donc tu te mets en feu pendant 4 heures. Et puis l'après-midi, t'as 4 heures de percussion voiture. Et le lendemain, t'as à 8h chute de hauteur. Et l'après-midi, t'as combat avec des armes. C'est incroyable. C'est dingue. Ok. Ouais. Et du coup, tu disais que t'as déjà tourné dans des films? Ouais. En tant que cascadeuse? Ouais, c'est ça. J'ai tourné dans 2-3 films. Le dernier, c'était avec Luc Besson. Donc, expérience hyper enrichissante.
J'ai taffé pour une production américaine aussi, donc un truc énorme avec des explosions, des vraies armes, incroyable vraiment d'être immergé là-dedans, c'était complètement fou. J'ai fait 2 doublures de chanteuses assez connues, Charlie XCX et Kali Uchis. Okay. Donc 2 chanteuses mondialement connues. D'être leur doublure, c'était... Pour leur clip? Ouais. Énorme. Pour 2 clips qui ont bien marché. Donc j'étais là à côté d'elles, on discutait. C'était... ça a rien à voir avec tourner un film, mais c'est génial. Ouais. T'as dû... tu nous parlais un petit peu, tu vois, des lieux qui t'ont marqué. En fait, tu dois avoir des lieux exceptionnels, je pense, dans à la fois la partie tournage, mais surtout la partie compétition, parcours, etc. C'est quoi le lieu le plus magnifique dans lequel t'es exercé ce que tu fais? C'est compliqué parce qu'en fait, le parcours fait que un lieu banal, on peut le rendre magique. J'aime bien dire ça quand je suis à Paris. J'adore Paris, mais quand tu montes sur les toits et que tu observes Paris d'en haut, c'est tout un autre Paris que tu vois et tu découvres la ville sous un aspect mais complètement différent que très peu de gens vont pouvoir expérimenter dans leur vie, quoi. Donc le parcours fait qu'on a accès à des endroits que peu de gens ont accès et c'est génial. Mais pour répondre à ta question, je pense que l'endroit le plus ouf, ça a été pour une compétition Red Bull, une petite île en Grèce d'à peine 1000 habitants. C'était un tout petit Santorin, beaucoup moins touristique, abandonné, génial. Donc on y allait en bateau, avion, puis bateau. Et la compétition se passait là-bas pendant une semaine avec les meilleurs traceurs du monde. Et pendant une semaine, en fait, on était sur les toits dès 10h du matin jusqu'à 20h du soir. On s'entraînait sur les toits avec les locaux. Enfin, c'était vraiment un petit paradis juste pour nous, quoi. Ouais. Incroyable. Incroyable. On a parlé un petit peu de créativité. Toi, tu crées beaucoup de contenu et du coup, depuis assez jeune. Ça devient d'où cette passion pour la création de contenu, selon toi? Bah écoute, je sais pas. Ouais. Je sais pas du tout d'où ça vient parce que mes parents sont pas artistes, sont pas plus créatifs que ça. Mais ça a été vraiment évolutif, ma passion pour l'art, pour la culture, pour la vidéo, pour la photo. Et là j'ai une soif de créativité et d'artistique qui est assez dingue. Et pour te dire, enfin, j'ai une liste dans mon téléphone de projets artistiques qui est infinie, quoi, vraiment infinie. Donc, en fait, le parcours, c'est tellement libre. Tu peux le pratiquer où tu veux, quand tu veux, habiller n'importe comment, de la façon dont tu veux. Ce qui fait que tu peux travailler avec des marques, une marque de luxe, comme un lieu, comme un événement. Enfin, c'est tellement libre. Sont infinies, tellement libre. Et je me dis, mais attends, Lilou, pourquoi tu ferais pas un projet avec une marque de luxe, Parcours, qui est un sport très brut, avec une marque de luxe hyper chic, avec des codes très carrés. Pourquoi tu casses pas les codes? Il y a, même au niveau photographique, au niveau cinématographique, je crois que t'as une affinité de possibilités, en fait. Clairement. Et donc toi, ta communauté, t'as réussi à l'utiliser du coup dans le cadre de ton parcours pour, je sais pas moi, trouver un spot, avoir besoin d'aide sur un projet, etc. Est-ce que ça t'a déjà servi? Ouais, de plus en plus. Parce que il y a quelques années, j'avais vraiment une communauté pratiquement 100% parcours. Et là, du coup, plus je pose des projets un peu plus artistiques, esthétiques, plus j'ai des réalisateurs, des photographes, des directeurs de casting, des réals, des gens, des patrons de musées, tu vois, des gens vraiment dans les milieux qui m'intéressent. Et du coup, dès qu'il y a par exemple, un photographe qui me contacte, je lui dis, bah écoute, voici ma liste des projets. Tu veux faire ça. J'adore ton travail. Si un jour tu veux faire un shooting sur les toits, on fait ça quand tu veux. Parce que on m'a toujours dit, et la plupart par exemple, des gens qui bossent dans le cinéma ou des
des gens qui sont allés loin dans leur carrière, ils disent souvent n'hésitez pas à contacter les gens, à leur renvoyer un message, parce que t'es pas du tout le centre de l'attention et c'est bien de rappeler que t'existes. Et du coup, j'ai pris cette habitude de pas hésiter en fait à contacter les gens. Ça coûte rien, au pire ils te répondent pas, au pire ils te répondent, mais ça se trouve tu loupes une opportunité de dingue de juste envoyer un message. Salut, c'est Lilou, j'adore ton travail, tu veux qu'on bosse ensemble? C'est tout simple, mais j'ai déjà dégoté des projets assez sympas comme ça, quoi. C'est quoi le projet le plus marquant que t'es allé chercher toi-même en envoyant un message? Là, là, je te parle d'un actuellement. Okay. J'ai un gars qui m'a suivi, je pense, depuis que j'ai posté que j'étais la porteuse de masque, enfin porteuse masquée. C'est un gars qui est directeur de festival de films. Et là, il a un petit festival de courts-métrages en Allemagne. Et je lui ai dit, écoute, si t'as des petites places pour quelques courts-métrages que j'ai fait moi et mes potes, ce serait trop bien que tu les diffuses. Et il a dit, vas-y, on va tous les diffuser. Incroyable. Merci beaucoup de ton message, quoi. C'est tout con, mais du coup, on va avoir nos petits courts-métrages qui vont être diffusés en Allemagne. Trop bien. Trop bien. Ah, c'est trop cool. Ouais. Et du coup, t'es principalement sur... en tout cas, c'est Instagram et TikTok qui marchent bien, je crois, sur le format court. Exactement. T'as envie d'aller sur des formats plus longs, des formats doc, etc., plus écrits ou pas tant? Ouais, encore une fois, j'ai trop d'envie. Je suis un peu frustrée que les formats paysages et un peu plus longs marchent pas sur les réseaux. Parce qu'en termes artistiques, esthétiques, t'as des formats paysages que nous, on a fait, par exemple, qui marchent pas du tout sur les réseaux, alors que c'est des vidéos juste incroyables. Du coup, j'aimerais bien peut-être plus me développer sur YouTube, mais plus pour un côté artistique, esthétique, des vidéos bien plus poussées avec des réals, des formats un peu plus longs. Et puis à la longue, tu vois, là en ce moment, j'ai une idée de documentaire, c'est d'aller sur des îles du style Bali, du style... surtout Bali, parce qu'en ce moment, c'est un peu la trend d'y aller, d'aller là-bas, de commencer la vidéo, par exemple, sur un voyage classique où je profite. Et puis, en fait, de me retrouver dans les déchetteries d'ordures, de me retrouver sur les plages polluées, et que d'un coup, le documentaire, il switch. Et puis qu'en fait, je commence à m'entraîner sur les énormes piles de déchets, sur les plages amoncelées de déchets, pour vraiment montrer la réalité de ces îles dont on parle pas forcément. Exactement. Donc, et je pense que ma communauté monte de plus en plus et il faut que je m'en serve. Et ça peut être une idée de doc qui peut bien marcher. Mais voilà, il y a encore une fois, il y a une infinité de documentaires qui pourraient marcher, quoi. C'est quoi la vidéo qui t'a le plus marqué, que t'as faite récemment, ou je sais pas, où ça a vraiment fait exploser ton contenu sur tes comptes? Il y a une vidéo qui a bien buzzé. J'avais envie avec un cascadeur, j'avais envie qu'on fasse une idée qui allait être virale. J'étais sûre que ça allait être viral. Donc on se balade à Montmartre, la main dans la main, on fait comme si on était en couple. On se regarde, on profite. Et puis à un moment, on tourne. La vidéo est assez cool. Faudrait que... Si vous tombez sur mon Insta, allez la voir, elle est sympa. On tourne, on se regarde. Et puis là, d'un coup, on se dirige, on court vers l'escalier énorme du Sacré-Cœur. On fait un salto dans les escaliers et on tombe. Et du coup, on fait une chute d'escalier avec un salto. Et du coup, les gens qui sont là, parce qu'il y avait plein de touristes, bien évidemment, ils sont choqués. Tu viens de voir une meuf qui fait un salto dans les escaliers et qui se pète la gueule. Et donc, la vidéo, mais elle a cartonné. Sur Insta, elle a fait 80 millions de vues. Mais encore une fois, la version qui a fait 80 millions de vues, c'est la version verticale de 10 secondes. Alors que normalement, la vidéo, elle fait 40 secondes, horizontale. Donc ça, c'est un peu frustrant, mais je pense que c'est les lois des réseaux sociaux.
Mais voilà, et du coup, cette vidéo, c'est typiquement un mix entre cascade et artistique, parce que la vidéo, elle est en noir et blanc, il y a une vibe un peu années 80-90. Ouais. Et ça, c'est vraiment le genre de projet que j'adore, quoi. Ouais. Pendant Paris 2024, j'imagine que tu pouvais pas trop faire de contenu autour de ça. Alors que non. T'aurais pu exploiter, il y avait plein de trucs. Ah ouais, tu pouvais pas du tout, malheureusement. Ouais. Tellement de choses, mais oui. Avec les costumes et tout. Mais oui. Ouais. Cool, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Le podcast va sortir en décembre. Qu'est-ce qu'on te souhaite du coup, à part gagner la compétition Red Bull? Qu'est-ce qu'on me souhaite? De cocher toutes les idées que j'ai notées dans mon téléphone. Ça va être dur, mais... Non, et puis d'amener le parcours dans des sphères qu'on n'imagine même pas, quoi. Ouais. On n'a jamais vu, de mixer le parcours à des choses uniques, de pousser vraiment le sport dans ses limites, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu disais, tu penses que le parcours sera au JO un jour? Ouais, je pense. En tout cas, faut l'espérer. Ouais. Le skate y est. Je pense qu'on peut faire un peu la comparaison avec le skate parce que c'est un sport qui vient c'est un sport qui vient de la rue, un sport urbain, c'est un sport hyper freestyle, hyper libre. Il n'y a pas vraiment de règles. Le parcours, c'est pareil. Donc, je pense qu'il y sera un jour. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de temps. Encore à ce jour, hein, les compétitions, c'est compliqué. Il y en a qui veulent que ce soit en compétition, il y en a non. Mais il y a des chances, j'espère. Cool, on espère te voir au JO cette fois-ci côté athlète. Carrément. Pour faire la parade avec tous les autres athlètes à la fin avec ta médaille. Merci beaucoup Lilou. Merci.